Bien le bonjour, bienvenue à toutes et tous à l'émission podcast Y a quoi dans ta quiche? Aujourd'hui, je suis l'animatrice et je suis en présence de 4 super membres honoraires du RCCQ ou, comme je l'ai dit avant que la caméra tourne, horonaire, parce que je scrape complètement la langue des fois. Mais honoraire, c'est le bon mot, puis on va se fier là-dessus pour aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de lancer une discussion sur l'historique du RCCQ, l'histoire des cuisines collectives, et quoi de mieux que d'avoir des personnes qui sont là depuis le début pour aborder ce sujet. Donc, moi, je parlerai un peu moins parce que je suis au RCCQ depuis quoi? Moi, ça me va. Deux ans environ. Ouais, une nouvelle! Petite nouvelle. Et on est beaucoup à ce podcast-là. C'est vraiment comme chez nous. OK, puis... Assemblée de cuisine. on est serré, c'est le fun. Donc, moi, je vais passer les micros. On a un petit micro là. Ça serait quoi la première question qu'on pourrait poser? Moi, je sais même pas. Ah, ben oui, on va se présenter. Hein, c'est une bonne idée, ça. Fait qu'on va se présenter peut-être en partant par ici. Et voilà, donc je passe. Mais non, là, faut partir, là. Faut bien partir quelque part. Allez, ici. Donc, Gertrude, c'est avec toi que ça commence. Est-ce que tu aurais envie de juste te présenter, dire comment a commencé ton histoire avec le RCCQ, par exemple, ou avec les cuisines collectives? Avec les cuisines collectives, 20e siècle. Vas-y, tu peux parler dans le micro. Tiens, je te le donne. C'est cadeau. C'est au 20e siècle, eux autres? Oui. Oui, au 20e. Au 20e siècle, oui. Ben oui. Ben oui. Ouais, j'ai commencé les cuisines collectives. D'abord aux cuisines collectives avant le regroupement, puisque je cherchais du travail et j'ai trouvé, parce que je voulais travailler dans le communautaire, j'avais commencé à faire des études à l'UQAM en intervention psychosociale, imagine-toi. Puis là, j'ai été engagée, je m'ai engagée, puis parce que c'est Louise, elle, moi je l'appelle la mère des cuisines collectives communautaires, parce qu'il y a la mère des cuisines collectives familiales, puis qui a passé sa recette à Louise, puis c'est ça, c'est devenu... oui, parce que... ben, c'est ça, mais ça m'a... Tout de suite, quand j'ai vu le groupe de cuisine collective, je me suis dit tout de suite, ça serait... quel groupe, quelle organisation pour sensibiliser les femmes, les conscientiser, ça serait super. C'est fou, ça m'a... comme ça. Mais... c'est ça, j'ai continué avec Louise. Et en tout cas, je vais aller plus vite un petit peu, là, dans le sens qu'à un moment donné, à la cuisine collective Hochelaga a été tellement débordée, on était débordés de demandes, comment est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on nous organise, puis des téléphones et tout ça. Fait qu'en 89, on a mis sur pied une journée de cuisine collective de formation s'appelant InfoFo, une journée par mois, pour que au lieu, tu sais, parce que Louise, elle courait tout le temps. C'est ça. Et cette formation-là, quand le regroupement, on a eu les sous pour avoir des personnes qui travaillent, bien, on l'a continué là avec... il y a eu des corrections à un moment donné, des ajouts, je vais dire ça demain. Mais moi, je trouvais ça extraordinaire. Personnel, une expérience personnelle très grande. Pour moi, c'est un cheminement. Puis quand je vois, est-ce que je peux parler aujourd'hui, là? Parler d'aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux, Gertrude. C'est un balado. Non, c'est parce que c'est rendu tellement loin. Juste parler peut-être un tout c'est rendu plus tellement loin, tellement grand, le regroupement, tu sais. OK, puis avant même que la cuisine, que le regroupement aide des personnes engagées, on avait organisé un stage au Pérou. Je dis pas un voyage, c'est un stage. On est allé faire de la formation, de l'information. Et après ça, un an après, on fait le premier rassemblement national des cuisines collectives avec les personnels. C'était le personnel cuisine collective Hochelaga d'abord. Après ça, il y a d'autres groupes pas Villeray, oui, il y avait une personne de Villeray qui était avec nous autres, et même Lucie Mascotte de Trois-Rivières était dans ça. C'est quand le premier groupe s'est mis sur pied, là, mais qu'on n'avait pas encore les sous pour avoir du personnel. Mais on a réussi à faire un rassemblement national, et ce qui nous avait motivés, c'était les femmes péruviennes, qui avec si peu de moyens
eux autres en avaient fait. Là. Ils nous ont impressionnés beaucoup, beaucoup. C'était des expériences extraordinaires, ça, hein, qu'on a vécu, là, des grandes expériences. Oui. Par la suite, c'est sûr que si on veut continuer, il y a plein de choses qui s'ajoutent, là, mais je vais en laisser à d'autres. Parfait. En tout cas, ce que je retiens, c'est vive les femmes péruviennes. Oui, mais les petites Québécoises aussi. Les petites Québécoises. Ouf, l'ail. OK, merci, Gertrude. Moi, ce que je trouve bien le fun pour faire suite à toi, c'est le début. C'est encore dans le milieu communautaire, c'est encore des femmes qui portaient à bout de bras un organisme. Oui. On avait un projet de faire du porte-à-porte. Puis là, c'est comme ça qu'on a connu les sœurs Ouellet. Vous avez vu, si vous avez bien fait votre leçon, vous avez lu l'histoire. Alors, les sœurs Ouellet se cachaient pour pouvoir économiser en faisant ensemble les repas. Et dans nos porte-à-porte, on est arrivé chez elles, chez Jacinthe en particulier, puis on a dit, mais c'est extraordinaire, on était pâmés ben raides. Puis on a dit, oui, mais on peut pas. J'ai dit, il faut que vous montriez ça aux femmes. Ils ont des difficultés, puis il n'y a personne mieux placé que vous autres qui vivez la même situation pour pouvoir partager ça dans la dignité. Fait qu'ils ont dit, oh non, on ne peut pas parce qu'on va se faire couper l'aide sociale. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut avoir. La peur des bobos présenter macoutes. en même temps? La peur des bobos macoutes. Oui, c'est à l'époque des sociale. Bobos Oui. Ben voilà, c'est ça, tu as raison. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est vrai. J'oublie tellement de petites choses comme ça, mais qui sont Une importantes. chance qu'on est là. Une chance qu'on soupe. Une chance qu'on ça. Puis l'autre affaire, c'est quand on est allé au Pérou, moi, ce que je trouve super, c'est qu'on est allé avec des femmes de 5 quartiers populaires différents qui étaient à Pointe-Saint-Charles en éducation populaire avec Jocelyne Gauvin, Hochelaga Maisonneuve, Centre-Sud, toutes des femmes impliquées dans un organisme communautaire qui n'étaient jamais sorties de leur quartier, puis qui ont trouvé le courage et la motivation d'aller rencontrer leurs sœurs au Pérou. Wow. Et ils ont été formidables parce que nous, on s'est dit, il y a la langue, on ne peut pas tout leur dire. Alors, on a fait des affiches pas aussi belles que celles que j'ai vues, là, mais où on expliquait que chez nous, on chauffait, il fallait chauffer nos maisons, que voici ce qu'on mangeait. On avait des maisons avec des escaliers de 3 étages. Alors, elles nous ont admirés. Et le congélateur, Louise. Oui. Tu te souviens l'anecdote du congélateur? Parce qu'eux, ils cuisinent à tous les jours. Ah, c'est ça. Alors, de voir qu'on congelait de la nourriture, ils étaient complètement scandalisés. Et pour eux autres, c'est comme non comestible. C'était comme, non, ça n'a pas d'allure, là. Tu cuisines pour la journée jour après jour. Alors, il y avait vraiment cet instinct de survie-là. Oui. Pourrais-tu ajouter quelque chose sur les Péruviennes? Oui. Tellement elles étaient courageuses, elles se cachaient. Maria-Elena Moyano, qu'on avait rencontrée. Ils se cachaient, Ils se cachaient. Ben oui, parce qu'un an après qu'on l'a rencontrée, elle a été tuée à bout portant. Ah, ben ça, oui, c'est le Sentier Lumineux. Très courageux. Et d'ailleurs, tu ils nous ont invités dans une salle sur la scène à monter, puis on avait une Péruvienne qui nous montrait à danser. Ça, on faisait d'arriver, là. Et puis, c'était en catimini. On était supposé de faire attention parce que le sentier lumineux était très, très... Il était pris à ce moment-là entre le sentier lumineux et le gouvernement qui était aussi pire. Fait qu'il était comme pris entre les deux. C'est pour ça qu'Elena Moyano a été tuée devant ses enfants. C'était un... Elle était députée, hein? Oui, elle était maire. Elle s'était présentée comme mairesse. Elle défendait, c'est sûr, les intérêts des gens. Et c'est le résultat pour elle. Fait que c'était en même temps extrêmement dangereux de faire juste de l'action sociale. Oui. Tout à fait. Oui. Wow! J'adore comment j'ai juste demandé à une personne de se présenter.
Et on est là, genre on est au Pérou avec des tirs à bout portant. C'est vraiment... mais en tout cas, ça me touche vraiment beaucoup, cette histoire-là. C'est incroyable le chemin qui a été parcouru. Je trouve ça vraiment cool. J'aimerais juste qu'on continue un petit peu dans les présentations, mais de toute façon, on va continuer jusqu'à la fin comme ça va super bien aller. Est-ce que par là-bas, quelqu'un voulait se présenter? Alors, dans cette merveilleuse aventure féminine, il a fallu qu'un gars vienne contaminer l'expérience. Et c'est moi. Mais je dis c'est moi. Ça n'a jamais été classe parce que quand il y a eu la première rencontre de l'assemblée de fondation du regroupement, on était 2 gars présents dans la salle. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on est allé se parler. Pas que tu ne sentais pas chez vous, mais tu dis, OK, on est juste les 2. Et de mémoire, il venait de la Gaspésie. Et là, on avait commencé à jouer sur nos calendriers et j'avais 6 mois de plus que lui comme participant dans un groupe de cuisine. Et on a toujours rigolé en disant que j'étais le premier gars au Québec qui avait participé à un groupe de cuisine. Mais c'est vraiment pas fondé. C'est vraiment sur les légendes et les réunions et les présences aux rencontres nationales qu'on avait commencé à tenir, mais c'est vraiment l'Assemblée de fondation. Puis je veux revenir à l'Assemblée, avant de parler de mon expérience en cuisine collective, j'en ai glissé mot à Gertrude hier, ces rencontres-là de créer un mouvement à partir de rien. À partir de rien, et de voir que hier, on était assis devant 2 écrans géants, de la documentation, des experts, dans une belle salle, pas dans un sol d'église humide, parce que c'était le sol qui nous avait été prêté gratuitement. C'était vraiment très émouvant de ma part, où j'ai quand même, la dernière rencontre nationale que j'ai fait, c'est peut-être il y a 20 ans, et de voir tout ce cheminement, et ce cheminement dans le discours, dans la prise de parole, de voir que même en 2025, la revendication s'essouffle pas. Et parce que dans le fond, oui, moi, là, je tombe dans mon expérience à moi, les cuisines collectives, c'était une question de survie. J'avais pas d'argent, j'arrivais à Montréal, j'avais pas de réseau. Il faut se rappeler que à la fin des années 80, début 90, il y avait quand même une très grosse crise économique au Québec. Oui. Il n'y avait pas de job. Les finissants d'université comme moi, on n'avait pas de job. On ne pouvait même pas avoir une job à 5 piastres de l'heure dans le temps, salaire minimum, à vendre des souliers. Il n'y avait rien comme emploi. Alors moi, si je voulais manger à ma faim, ben c'est les cuisines qui ont fait ça. Alors moi, les cuisines collectives ont été un apport dans ma vie. Au début, c'était strictement alimentaire. Et oui, le réseau social s'est installé après, mais moi, l'intérêt premier que j'ai eu d'aller, c'est que je pouvais manger pendant le mois, là. Parce qu'à ce moment-là, on était des groupes de 12 portions, puis on essayait d'étirer ça le plus possible pour les 2 dernières semaines du mois. On essayait d'avoir de la nourriture pour les 2 dernières semaines du mois. C'est ça qui était l'objectif. Parce qu'au début du mois, on savait que les spéciaux étaient pas bons, c'était de la cochonnerie puis de la liqueur, mais les bons spéciaux étaient plus vers la fin du mois et on donnait de l'argent un petit peu avant pour être sûr qu'on ait l'argent qu'il faut. Fait qu'il y avait vraiment toute cette organisation-là, mais c'était vraiment pour, sinon, on mangeait pas. On mangeait pas à notre faim. Et ensuite, ben Louise a très bien expliqué mon caractère hier pendant qu'on soupait. C'était une époque où j'avais 2 vitesses, hein, en tabarnak ou au neutre. Alors, il y avait une énergie de militant en moi que j'ai découvert bien longtemps, mais elles l'ont vu, ce potentiel-là. Puis à un moment donné, vous avez eu une demande de Céline Laberge, organisatrice communautaire de Rosemont. C'est laissé Rosemont et qui voulait partir des groupes, voir si elle voulait lui donner un coup de main. Et là, elle m'a référé moi. Et ensuite, oui, j'ai été de l'équipe qui a fondé Bouffe Action de Rosemont. Puis j'ai été 15 ans ensuite bénévole dans Rosemont au niveau de Bouffe Action. Puis, mais te souviens-tu à l'Assemblée de fondation, Gertrude et Louise, souvenez-vous, il y avait 2 journalistes. Il y a eu Françoise Keller, qui est décédée maintenant. Oui.
les papiers que cette femme-là a écrits sur le mouvement des cuisines collectives, alors qu'elle, c'était une critique culinaire, gastronomique et tout ça, mais elle glissait dans ses papiers, des papiers absolument extraordinaires dans une langue de grande chef, et elle parlait de nos cuisines collectives. Alors, c'était immensément valorisant. T'es regardé? Ah, wow! Ah, oui, oui, je trouvais que c'était trop beau. Oui. Mais dans mes archives personnelles, là. Ouais. Oui, j'ai trouvé que ça serait intéressant peut-être pour le regroupement aussi de Ouais, d'avoir l'avoir, ça, parce que je m'imaginais que le regroupement était déjà... On va aller voir dans la régie si on les a. OK. OK. Parce qu'il y a François Scalaire, il y a eu d'autres aussi. Ben, il y avait la journaliste de Radio-Can qui était venue Oui, pour faire oui. un petit topo de 2 minutes. Finalement, elle a C'est ça. passé la journée avec Elle a vous passé la autres, journée. assis à terre sur la colonne. Je la vois à brailler sa vie, tellement qu'elle était émue de ce qu'elle de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle observait comme mouvement qui était en train de se Oui. mettre en place. Oui, c'était extraordinaire. Elle a vu tout de suite comment ça pouvait Oui. prendre de l'ampleur et être important. Puis moi, je te dis tantôt l'émotion qu'on peut avoir quand on voit ça aujourd'hui. Moi, oui, hier, moi, j'ai trouvé ça. Puis que je vois aujourd'hui l'organisation, puis ça nous dépasse. C'est incroyable. C'est très bien organisé. En plus, un nom est fait aussi pour les cuisines Oui. collectives. Le regroupement est devenu important aussi. C'est vraiment extraordinaire. Hein? Je dis, my God. On avait des rêves et Oui. vous les avez réalisés, tu sais. Oui, Oh, pardon. mais ça m'a Allô? dépassé. Oh, excuse. Je veux dire bonjour à mon père, à ma mère. Mon père et ils sont morts, voyons donc. Moi, Je vas-y. suis énervée. Mais je trouve on ne pouvait même pas rêver ce qu'on a aujourd'hui, là. Tu sais, la technologie puis ces choses-là. Moi, ce que je voudrais amener, c'est que c'était un mouvement vraiment collectif. Moi, je suis pas partie de Montréal. OK? Moi, j'étais ici, à Victoriaville, quand j'ai fait les cuisines collectives pour mon besoin personnel. J'étais également dans une situation extrêmement précaire. J'avais 2 enfants et je savais même pas comment j'étais pour leur faire manger la nourriture. À ce moment-là, là, j'étais vraiment... C'était pas agréable au niveau sécurité financière, c'était vraiment... Donc, j'ai intégré des cuisines collectives en tant que participant. Donc, ça m'a permis de retrouver de la dignité. Moi, c'est ça finalement que je retiens. Puis, retrouvant ma dignité, j'ai eu le goût de travailler, de me prendre en main, en fait. C'était ça. J'ai eu le goût de me prendre en main et de dire qu'est-ce que je vais faire. J'attends pas, qu'est-ce que je fais. Et l'occasion s'est présentée. Nous autres, on vivait, en tout cas, dans la région de près d'Asbestos, là. L'occasion s'est présentée d'être coordonnatrice d'une cuisine collective. Fait que, comprenez-vous que je savais de quoi on parlait quand on parlait de cuisine collective. J'ai été coordonnatrice là-bas 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'avais le goût d'un nouveau défi. Et puis, Gertrude va s'en souvenir. Vous avez ouvert le poste en 2001. Parce que je suis arrivée en septembre 2001, à partir de février, vous avez ouvert le poste de formatrice. Puis c'est là que moi, j'ai appliqué et que j'ai intégré le RCCQ comme tel. Parce qu'avant ça, pour moi, le RCCQ, c'était pas, tu comprends, c'était vraiment un mouvement de base. C'est ce que je me rends compte, c'est qu'il y avait des gens qui vivaient la même réalité que je vivais ici, alors que les gens de Montréal vivaient la même chose. Puis je suis sûre qu'on parlera d'autres personnes, puis ils pourraient dire la même chose. Tu me fais penser à un bout de notre histoire. Comme on disait, on est allé faire du porte-à-porte, puis on a rencontré les sœurs Ouellette, puis après on a proposé, elles ont fini par accepter d'aller dans des organismes communautaires du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis elles étaient invitées, puis elles expliquaient qu'est-ce que... Alors, ça a fait boule de neige, mais notre intuition, c'était, il faut que ça reste pour les personnes et les femmes et les hommes qui ont besoin, c'est eux qui vont prendre la parole, c'est eux qui vont le transmettre. Et je me souviens qu'il y avait des personnes qui voulaient partir de la cuisine collective avec un modèle plus privé, ou encore
dans une maison, puis faire payer les gens, puis ça. Puis là, c'est que ça nous a invité fortement à mettre des balises, puis à mettre nos orientations, puis à mettre nos valeurs sur la table, puis à se dire, ça va prendre un peu un comité qui va s'occuper de la politique, des orientations, pour regarder toute notre identité fondamentale d'éducation populaire, de solidarité, etc. C'est ça que je voulais... Tu nous rappelles, c'est bien, hein? Merci de rappeler. Puis Diane, oui, c'est ça, Diane. Oui, Diane. Diane. Elle l'a souligné quand moi, j'avais pas connu, quand je suis arrivé à Montréal, ce que j'ai remarqué et ce que les cuisines collectives m'ont permis de ne pas tomber dedans, j'ai jamais été dans la misère. J'étais pauvre, mais je n'étais pas dans la misère. Parce que j'avais un réseau. Fait que oui, on pourrait sortir des beaux grands mots là, de économiquement vulnérable, mais j'étais pauvre. Et ça m'a comme permis de voir la différence et en même temps de m'aider dans ma carrière qui commençait sans le savoir d'agent de développement communautaire, d'intervenant. Parce qu'ensuite, je n'ai que travaillé dans le communautaire jusqu'à les filles des îles de Madeleine viennent me chercher dans ma pré-retraite en train de canner du homard. Ça paraît bien d'une conversation, ça. Je viens de m'entendre le dire. Mais, ben non, on n'a pas le droit. Alors, ça, déjà là, au départ, ça m'a comme permis d'avoir un accueil des gens puis de leur faire comprendre que, non, t'as juste pas d'argent. T'es pas un misérable, t'as juste pas d'argent. Fait que ça m'a toujours guidé après de cette valorisation, cette fierté de pas l'appuyer uniquement sur ce qu'on n'a pas comme zéro dans notre compte de banque, mais sur la capacité qu'on peut agir dans notre milieu. Alors, le pouvoir d'agir. Alors, ça c'était là que ça a émergé. Ça s'est articulé avec le temps. Là, je vous raconte ça comme ça, mais c'est 15-20 ans de ma vie. Mais ça a parti de là, de voir qu'on peut se prendre en charge de façon digne, respectueuse, on quémande rien, on est vraiment dans l'organisation sociale d'une communauté. Puis voilà, fait que ça a parti avec eux autres. Hein? Mais ce qui m'impressionne aujourd'hui encore, que le regroupement, les valeurs qu'on avait à ce moment-là sont encore là. Tu sais, la dignité, la fierté. Consolidé. Puis oui, moi, je trouvais ça extraordinaire que ça se continue. Le respect des autres. Et le désir d'aller plus loin encore. Ouais. C'est vraiment... Ben, juste une petite affaire, pour faire suite à ton témoignage, ben il y en a eu, bien heureusement, d'autres témoignages comme ce que vous dites. Et c'était, je voyais encore la cuisine collective, c'est plus que de la cuisine. La cuisine collective, c'est plus que... En tout cas, c'est vraiment encore et encore et plus intense. Donc, il y en avait qui disaient, oui, mais moi, je sais pas cuisiner. C'est correct, ça, je sais pas cuisiner. Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent, là, en ce moment. Ben non, on va faire ça au bout du mois, puis ensemble. Puis, alors, ça a permis à des exclus, là, à des personnes qui sortaient jamais de chez elles. Et aussi, il y avait les enfants, des femmes monoparentales. Fait qu'on a improvisé des petites garderies avec des bénévoles, puisque vous continuez et en masse à faire. Puis je vois qu'il y a des groupes communautaires où vous avez tout inclus là-dedans. Hein, les groupes d'achat, les cuisines collectives, d'autres choses aussi au niveau de l'alimentation. Ben, les jardins, voilà. C'est ça. OK. Je veux juste... Je trouve ça cool. Je me sens vraiment entourée de légendes vivantes. C'est vraiment hot. Je me sens comme
Je me sens comme Penelope McQuaid qui passe Jeannette Bertrand en entrevue, genre. Je suis comme, wow, genre, je suis complètement abasourdie par ce que j'entends, mais j'ai atterri sur ce siège-là, je suis bien contente. Je suis vraiment, wow, ben, je trouve ça vraiment, vraiment, c'est sûr on veut en entendre plus. C'est juste que là, j'ai une personne à ma gauche qu'on n'a pas eu la chance d'entendre. Ça fait quand même un petit 20 minutes qu'on est là. Puis qui est une personne très importante pour le présent du RCCQ des cuisines collectives, qui fait beaucoup. Donc, j'aimerais qu'on entende Jocelyne, s'il vous plaît. Voudrais-tu te présenter? Oui, ben je m'appelle Jocelyne Gamache. Je suis l'actuelle coordonnatrice. Je suis arrivée au RCCQ l'organisme avait 30 ans à peu près, donc 29 ans. Mais je vous entends parler des valeurs qui animaient les cuisines collectives au départ. Puis j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la pandémie. Tu sais, à l'époque où toutes les cuisines ont fermé, puis l'idée de maintenir un lien entre les cuisines, entre les participantes, de s'assurer que les gens continuent à manger, oui, mais aussi à établir un lien, à avoir des ressources, à savoir qu'ils sont pas toutes seules. Cette solidarité-là qui s'est exprimée pendant la pandémie, je pense qu'elle découle aussi de tout le travail que vous avez fait en amont, c'est-à-dire que c'était tellement important pour l'ensemble des cuisines que on pouvait pas laisser, ils disaient, fermer les cuisines. On pouvait pas laisser les cuisines se fermer. Ben, on a été inventifs. Dans chaque région, il y a eu des initiatives qui se sont mises en place. Il y a des gens qui ont cuisiné, ils ouvraient le téléphone à 6 heures, puis ils cuisinaient ensemble. Il y en a qui ont expérimenté des Zooms en cuisine collective. Il y a des cuisines qui allaient porter des sacs d'aliments aux gens. Il y en a qui ne pouvaient pas sortir, vous vous rappelez? Il y a des aînés à qui on refusait de sortir. Bon, il y a donc des gens des cuisines qui disaient, bon, ben, on va aller te porter ou viens au bureau, viens chercher ton sac, puis à telle heure, on cuisine ensemble tel menu. Ou des personnes qui pouvaient pas cuisiner parce que toutes sortes de raisons, on s'assurait qu'elles puissent manger, donc des portions solidaires qui étaient cuisinées puis qui étaient distribuées. Fait que Portions solidaires. ouais. Donc l'idée, tu sais, ce que vous aviez semé a continué à se perpétrer pendant la pandémie puis continue encore aujourd'hui là, puis je trouve ça puis vous avez nommé des choses sur les cuisines, tu sais, qui permettent à des gens de se mettre ensemble, de se regrouper, puis d'avoir des solutions qui conviennent à leur situation. Puis on le voit aujourd'hui, tu sais, quand on entend les gens parler de leur réalité, chaque cuisine est différente. Chaque cuisine a une couleur, mais on adhère toutes aux mêmes valeurs. Puis chaque cuisine a le goût de changer les choses, changer la société, l'améliorer. Puis ça avec, c'est des affaires que vous nous avez transmises, puis qui sont toujours là. Puis l'idée de miser sur la personne d'abord, sur ses forces, de travailler à partir de ça. Fait que c'est vraiment l'héritage, dans le fond. Moi, quand je suis arrivée, c'est ça, c'est à ça que j'ai adhéré. C'est pour ça que j'ai appliqué sur le poste, parce que j'ai regardé. J'avais ces valeurs-là, je les portais, puis j'ai vu ça dans l'offre d'emploi. Moi, j'ai jamais fait de cuisine collective, mais j'ai travaillé dans des groupes de personnes à cité sociale, j'ai milité, tout ça. Mais ça, là, cette espèce d'engagement pour la justice sociale avec les gens. Pas juste, on va te le dire comment faire. Non, c'est ça. Toi, tu sais, non, l'idée d'avancer au même rythme que le monde. Puis s'il avance plus lentement sur telle affaire, c'est pas grave. Il avance sur d'autres choses. Puis c'est ça qu'il faut reconnaître puis valoriser. Puis je trouve que à un moment donné dans l'histoire, je sais pas si vous étiez là, la base d'unité politique, 2003. Oui. Bon, ben c'est encore d'actualité ce document-là. Puis il faut encore moi je pense qu'on doit dire à nos nouveaux membres voici à quoi vous adhérez quand vous arrivez dans une cuisine, puis c'est la base d'unité politique. C'est un... Vas-y, Non, ben, si tu veux continuer sur le sujet. Moi, oui, parce que moi, je voudrais venir sur l'image du tamis du temps. Parce que c'est vrai qu'on avait les valeurs, mais le temps nous tamise, le temps nous change. Même si on a des valeurs, on se rend compte qu'ils ne se vivent pas de la même façon à différents endroits. Et il y a la base d'unité politique, c'est resté comme une ancre, c'est resté comme un ancrage qui était
constant qui était là, auquel on pouvait référer, même si on faisait pas la cuisine de la même façon. Même si on faisait pas les 4 étapes comme tout à fait que, même si notre mentalité était différente. C'est pour ça que je trouve ça important de souligner que le tamis du temps ne nous a pas, il a pas trahi l'essence de ce qu'on était. Au contraire, je pense que ce qui est resté dans le tamis du temps, c'est le principal, c'est-à-dire la base d'unité politique. Et aussi, moi, je vais vous ramener ça aussi. On parle de dignité, mais maintenant, on appelait ça le développement du pouvoir d'agir. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le développement du pouvoir d'agir. Et le développement du pouvoir d'agir, c'était de permettre aux gens eux-mêmes de prendre action sur leur propre vie. Et c'est la base de ce qu'on vient de dire un peu partout. Ça, c'est resté au cœur des cuisines collectives. Puis je pense que si le mouvement est fort, c'est à cause de deux choses, je te dirais. À cause de ça et à cause de l'aspect collectif. Ça m'épate comment, maintenant, aux 4 coins du Québec, parce que moi, j'ai eu le bonheur pendant 15 ans d'aller partout au Québec. Puis il n'y avait pas d'Internet. Fait qu'il fallait y aller. On prenait des boîtes. Mon char était plein de boîtes de cartables, de boîtes de carton. Et on partait en Abitibi. Et on partait en Gaspésie. Et en go. Je les ai fait. Je suis allée chez les Atikamekw. Je suis allée chez les Anishinaabe. Je suis allée. Tu sais, c'est ça qui a été l'essence. Le Québec, tu sais, c'est émouvant. C'est parce que c'est le Québec aussi. Oui. J'en reviens pas. Je demandais à Jocelyne combien de villes, combien de communautés du Québec sont représentées actuellement. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a pu venir non plus. Mm-hmm. Mais c'est un fleurissement incroyable. Puis bon, ce que j'ai remarqué qui est multiplié par je sais pas combien de fois là. J'écoutais toute la fin de semaine les témoignages et j'ai dit mon Dieu qu'il y a de la passion dans les discussions. Il y a encore on se dépense. Ça appelle à un dépassement de soi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on a vécu la même chose avec des femmes et des hommes qui venaient, puis il y en a qui sortaient de la maison. On les a retrouvés 3 ans plus tard responsable d'un organisme, par exemple, et reprendre confiance, puis l'entraide qui a continué à travers ça. Donc, tu disais tantôt, mais ces valeurs-là, là, quand tu y penses, c'est que elles ont germé chez les gens qui ont vraiment pensé à cette affaire-là. Il n'y avait pas des mots. Ils n'ont pas dit, bon, ben nous visons de la solidarité, tu sais. Mais ils vivaient, puis on leur a dit, hey, ça, là, c'est qu'on était on est juste des porte-voix, au fond, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est de l'éducation populaire. Ouais. Tout à fait. C'est de mettre des mots sur des pratiques. 1, 2, 1, 2. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment ça, des pratiques d'éducation populaire, de dire, à partir d'une pratique, on met des mots, on permet aux gens de comprendre ce qu'ils font, puis de faire des liens, puis après ça, ils sont capables, eux-mêmes, de reproduire ça, de se développer, d'aller dans d'autres organismes, parce qu'ils ont des mots sur des pratiques qu'ils avaient. De dépasser les peurs. Oui, de dépasser les peurs, mais ce que je veux dire, c'est de miser sur les forces, de les nommer, ces forces-là, puis ça permet aux gens de se dépasser, puis de faire en sorte qu'on passe de participantes à organisateurs communautaires ou à... C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, hein, mais je veux revenir, moi, à du vécu aussi qu'on a eu, parce qu'à quelque part, ça n'a pas toujours été très beau. Tu sais, à un moment donné, on était engagé pour travailler 5 jours semaine, mais nos salaires ont été réduits parce qu'à 4 jours, mais on faisait du 5 jours pareil. Tu sais, Des fois, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, et aussi, il y a eu quand même certaines difficultés. On a eu des difficultés, ça n'a pas toujours été rose. Parce que moi, j'aime amener ça pour que les gens comprennent qu'on fait des choses, mais il y a des choses à améliorer, des luttes à mener aussi. Tu sais, entre les personnes, des fois, on fait confiance, mais il y a toujours, à quelque part,
je dirais pas quelque chose à surveiller, surveiller entre guillemets, mais dire quelque chose qui existe, mais qu'on veut pas admettre aussi. Tu sais, c'est pas évident, pas toujours Mais- évident. Ben honnêtement, tu sais, je suis comme en même temps, tu sais, je suis assis ici à parler avec, mais on ne savait pas qu'on était précurseurs. On était tellement en mode survie de nos services et de nos activités qu'on faisait juste y aller. On s'est dit, OK, là, on est refusé là. Ben là, on perd notre local, on perd notre cuisine. Ben là, OK, on a une famille là qui va. Mais on n'a jamais dans ma tête, avec tout ce que j'ai fait dans le début, que je pensais être en train de mettre en place quelque chose. On poussait l'idée pour qu'il y ait d'autres groupes, mais ça arrêtait là. C'était pas on y rêvait. Qu'on y rêvait, la prise de parole, mais de savoir qu'on était précurseur, moi, je suis entre le syndrome de l'imposteur ou de qu'est-ce que je fais là. C'était pas... C'est le fun de voir en même temps. Là. OK. Je vais juste... il nous reste pas beaucoup de temps. Non, c'est ça. Ça fly, hein? Ça jase, mais j'aime beaucoup ce que j'entends, puis je pense qu'on pourrait en prendre pendant le double de temps. J'inviterais une ou deux personnes, tu sais, à faire un mot de la fin, peut-être. Ben moi, je voudrais juste dire, oui. c'est ça qui est encore plus extraordinaire. Ça n'a pas été facile au niveau de l'argent, mais ça n'a pas été facile des fois au niveau relationnel. Là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rencontré d'embûches, ça ne veut pas dire que des fois, on n'était pas découragé de dire « Oh non, pas ça, pas... » Puis des fois, c'était... Les difficultés viennent pas toujours de l'externe, ils viennent des fois de l'interne, entre nous. Là. Puis être capable, à ce moment-là, de référer à des valeurs comme le respect, la dignité, la solidarité, et se poser la question, parce qu'il y en a, tu me respectes pas, mais qu'est-ce que ça veut dire être respecté quand on est dans un groupe? C'était des questions profondes. À mon avis, c'est ça qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, c'est d'essayer de poser ces questions de fondamentales, là. Moi, je ne peux pas faire autrement que de souligner la ténacité, l'engagement profond de Gertrude Lavoie, parce que moi, je suis partie avant elle à un moment donné, pour plusieurs raisons, et puis, on va vous le dire, on avait une divergence de vue à un moment donné face à comment se développer dans les cuisines collectives, puis je pense que j'étais allée un peu dans le... parce que j'ai peur de ne pas avoir... C'est trop long à expliquer, puis on achève, hein? Mais je crois que j'étais tellement préoccupée par la question économique, j'étais comme un peu comme la CAQ. Non, je voulais aller... C'est le temps de finir le podcast. OK. Mais tu sais, la divergence qu'on avait, parce que tu te dis non, on va continuer. Puis, je m'arrête ici, j'ai un blanc de mémoire de personnes âgées. Ah, OK, oui, un dernier petit mot, puis après on conclut. Je me sentais pas les compétences pour aller être coordonnatrice d'un regroupement, jamais. Mais il y avait une Simone Bernier qui nous était près de nous autres. Oui, une auxiliatrice qui était près de nous autres. Puis Louise ne continuait pas la cuisine collective et elle m'a dit, il faut qu'une de vous autres aille au regroupement, absolument. Puis comme Louise y allait pas, ben, je me suis sacrifiée. Ben, coudonc! Aïe, aïe, hein? Ouais, c'est ça. Beau sacrifice. Merci beaucoup. Mais heureusement que j'avais des contacts avec plein d'organisations communautaires politiques à quelque part, qu'on allait chercher de l'aide des autres. On a eu du support incroyable. En même temps, te souviens-tu comment est-ce qu'on a eu tu disais tantôt, tous les quartiers, ça fait, on avait des téléphones chaque jour, 3, 4 fois. Comment vous faites ça? Est-ce qu'on peut faire comme vous? Tu sais, ça venait des organismes communautaires, mais qui en avant entendu parler. Donc, ce que tu disais tantôt, on ne sentait pas qu'on était précurseur, mais moi, je sentais qu'il se passait quelque chose, là, par exemple. Mais je veux juste dire, c'est encore le cas aujourd'hui, parce que quand tu regardes les gens qui sont dans la salle, tu as des groupes de femmes,
tu as des carrefours communautaires, tu as des centres d'action bénévole, tu as tout ça d'organismes qui veulent faire de la cuisine collective puis qui se reconnaissent dans le regroupement. Ben ça, c'est vraiment merveilleux parce que c'est pas juste les groupes qui font que de la cuisine. Non, c'est une diversité, un ancrage dans les communautés, puis c'est du monde qui veulent travailler au mieux-être collectif. C'est un projet de société. Oui, je confirme. OK, je pense que tout le monde autour de la table a dit « Je veux juste rajouter que… » Donc, je pense que tout le monde a eu son petit bout de plus. Donc, moi, je voudrais juste rajouter que ça repart pour un 20 minutes. Ben, merci beaucoup pour votre partage d'histoire, votre partage de connaissances, votre partage de sagesse. Pour vrai, ça m'inspire vraiment beaucoup. Puis, je suis le témoignage du fait que ça marche encore aujourd'hui. Puis que vous nous avez fait un méchant beau leg, parce que en effet, c'est des valeurs qui sont universelles, des valeurs qui nous rejoignent tous et toutes, peu importe dans quel milieu on évolue. Je veux dire, c'est ça, moi je suis dans un centre de femmes, puis respect, entraide, communauté, je veux dire, c'est les mêmes. Donc ça marche. Des valeurs. C'est sûr que ça va pogner. Pour les garder en vie. Ah, c'est sûr. Puis je suis d'accord qu'il y aura toujours des petites bisbilles qui vont se glisser, mais quand on focus sur les valeurs, il y a toujours place à la solution et on ne peut qu'aller vers l'avant. Donc, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir participé à ce podcast. Je pense que là, si on n'a pas la loi cadre avec ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut? Ben ouais.